La première question que se posaient les premiers géologues, ici c'est le naturaliste danois Niels Stensen, aussi connu sous le nom de Steno, qui a montré l'irréversibilité du temps en montrant la superposition des couches géologiques. C'est-à-dire qu'il a montré que il a fait l'hypothèse et montré que les couches géologiques se déposent dans un ordre particulier de la plus basale, c'est-à-dire par gravité, la plus basale à la plus récente. Bon, c'est très intuitif en quelque sorte, puisque n'importe quel bon pâtissier comprendrait ça, mais enfin, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants de première année de géologie. Et par contre, la question se posait dans un temps infiniment, qui était supposé infini à l'époque, de trouver des marqueurs de ce temps. Alors, Buffon a été le premier à mettre en évidence l'existence d'espèces perdues. C'est-à-dire qu'on pensait que les espèces, le monde vivant a été créé une bonne fois pour toutes, et ensuite que rien ne se perdait, que tout était... les espèces restaient jusqu'à la fin des temps. Mais Buffon a mis en évidence, en étudiant le mammouth américain, que c'était une espèce qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et effectivement, bon, on a pu explorer, on avait bien commencé à explorer l'ensemble de l'Amérique du Nord, mais on n'avait pas retrouvé cette espèce, donc cette espèce n'existait plus. Et pourtant, Buffon était convaincu qu'avec les grands voyages de découverte au XVIIIe siècle, on allait trouver un certain nombre d'espèces qu'on considérait comme perdues, et en particulier Buffon, en bon bourguignon, connaissait l'existence des ammonites, qui sont des espèces complètement éteintes, un groupe de mollusques marins complètement éteints. Merci. Merci beaucoup. Et il pensait qu'un jour ou l'autre, M. Lapérouse ramènerait une ammonite vivante pêchée dans le Pacifique. Ça n'est pas arrivé. Alors, ensuite, tout à fait à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, on avait au muséum les deux frères ennemis, Cuvier et Lamarck. Alors, Cuvier, vous voyez, Lamarck considérait comme l'histoire du vivant était un continuum avec l'apparition de nouvelles espèces sous l'influence du milieu. Et Cuvier, lui, considérait que les espèces étaient immutables, qu'il n'y avait pas de nouvelles espèces qui apparaissaient, mais par contre, il y en avait qui disparaissaient sous l'effet des révolutions du globe, ce qu'il appelait les révolutions du globe, c'est-à-dire les grandes extinctions, des catastrophes, des extinctions catastrophiques. Alors, Lamarck était botaniste, initialement, et avait l'habitude d'observer des très très petits détails, et il voulait être botaniste au muséum, il a été mis dans la chaire, on lui a donné la chaire finalement des mollusques et des vers. Il n'a pas été botaniste, parce que le poste était un peu réservé pour un des fils Brognard. Et donc il s'est penché sur la systématique des mollusques, le détail des diversités des mollusques, et il a étudié les mollusques. C'est là où il s'est intéressé aux mollusques fossiles, en particulier dans la région parisienne. Il a par exemple mis en évidence, il était très intéressé par les mollusques qui pouvaient avoir des équivalents actuels, ce qu'il appelait des espèces analogues, des fossiles analogues. Alors vous voyez par exemple ici, c'est sur les marches du bâtiment Le Vau, ici, lorsque vous montez aux archives à l'Académie, vous avez ces petits fossiles qui sont des Potamides et qui ont des équivalents actuels, qui sont dans les pays tropicaux, les Potamides qu'on trouve dans les mangroves actuelles. Et c'est là où Lamarck s'est particulièrement intéressé à la question des milieux fossiles, des environnements fossiles, parce qu'il était persuadé que le climat et les environnements avaient une importance colossale sur l'apparition d'espèces nouvelles au cours de l'histoire de la vie du vivant. Et donc,
c'est comme ça qu'il a mis en évidence cette présence de fossiles tropicaux dans les régions parisiennes, ce que l'on connaît bien maintenant. Alors, en Angleterre, on avait William Smith qui a fait les premières cartes géologiques qui ont montré l'extension horizontale des différentes couches géologiques, en particulier au Crétacé et au Jurassique. Et Charles Lyell, qui était le partisan de l'actualisme, Charles Lyell pensait que c'était les mêmes phénomènes catastrophiques ou autres qui avaient été à l'origine des environnements fossiles que l'on trouve à l'état fossile. Alors, d'Orbigny, je reviens à Lyell. Lyell était le seul, était un peu l'inspirateur de Darwin après, et Lyell avait une grande admiration pour Lamarck. Il avait lu Lamarck en détail, contrairement à Darwin. Puis ensuite, le français Alcide d'Orbigny a mis en évidence a défini les périodes géologiques et étages géologiques, et il était particulièrement intéressé par les microfossiles. Pourquoi les microfossiles? Simplement parce que c'était les seuls fossiles qui permettaient de servir de marqueurs, de jalons sur une très très grande distance, et que l'on pouvait identifier à partir de tout petits échantillons de roches tels que les ramassent les géologues sur le terrain. Il a ainsi, vous voyez par exemple ici, là, ça sont des exemples de microfossiles qui marquent la limite entre le Crétacé, entre le Mésozoïque, l'ère mésozoïque et le tertiaire. Et vous voyez qu'il y a une limite très nette. On a des faunes de microfossiles de foraminifères tout à fait différentes entre la fin du Crétacé et le tertiaire, et qui ensuite étaient confirmées par des données géochimiques très importantes sur lesquelles je reviendrai peut-être en détail. Alors, l'héritage d'Orbigny, c'est l'échelle chronostratigraphique internationale, c'est-à-dire qu'il y a une échelle qui est encore largement en vigueur, qui est qui définit les aires géologiques et les périodes géologiques, et puis les étages, vous avez les différents étages. Et sur cette échelle, vous avez des espèces de petits clous qu'on appelle des clous d'or, qui marquent les limites. C'est la chose la plus importante sur cette échelle, c'est la limite entre les étages. Quand on passe par exemple du Maastrichtien au Danien, à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire, ou entre le Thanésien et l'Yprésien par exemple, et sur on utilise, lorsque l'on définit la région, lorsque l'on détermine avec précision la région sur laquelle ces étages est définie, les couches géologiques sur lesquelles sont définis ces étages, lorsqu'on a avec très grande précision la limite entre deux étages, on marque sur le stratotype, c'est-à-dire sur la localité, on la marque avec un clou plus ou moins doré, au moins lorsque les stratotypes sont protégés. Parce que sinon, les stratotypes sont parfois ruinés, comme ça arrive souvent dans la région parisienne. Pour les périodes beaucoup plus anciennes, ici à droite, on n'a plus de fossiles, on a encore un clou d'heure à la limite entre le cryogénien et les diacariens, mais autrement on utilise des datations absolues, ce n'est plus des datations relatives. Toutes les datations, les étages définis dans le Phénérozoïque, la période où il y a des fossiles, sont définis par des fossiles. Mais pour les périodes très anciennes, on utilise des datations radiométriques. Et alors, c'est là où on s'aperçoit qu'une grande partie de l'histoire de la Terre, c'est toute la partie qui est ici en rose et en rouge, est sans fossiles pratiquement, ou très peu de fossiles. Et autrement, les parties colorées
bleu, du bleu au jaune, sont des périodes pour lesquelles c'est le Phanérazoïque, c'est là où il y a des fossiles visibles, et qui représente finalement une très petite partie de l'histoire de la Terre. Alors, la représentation de ces différentes périodes de l'histoire de la Terre, pour des raisons didactiques, on les représente souvent par une horloge, c'est-à-dire une heure de cadran, un cadran d'horloge. Mais bon, on arrive à... Bon, c'est comme ça qu'on montre aux étudiants que, par exemple, l'apparition des premiers vertébrés sont quelques secondes avant la fin, avant minuit, par exemple, et que l'apparition de l'homme, c'est quelques quarts de seconde avant minuit. Alors, notre confrère Claude Allègre avait une fois écrit dans un de ses livres une phrase qui avait fait bondir les paléontologues en disant « Un jour, nous serons libérés de la tyrannie ou de la dictature des fossiles grâce à la géochimie. » Et effectivement, c'est vrai, il avait raison. Maintenant, on a, depuis Rutherford, on a les datations radiométriques qui sont basées sur le degré, sur les rapports isotopiques entre les radioéléments, c'est-à-dire la dégradation des radioéléments au cours du temps. C'est un petit peu comme si comme des braises qui s'éteignent petit à petit peu dans un feu. Et on utilise généralement des éléments comme l'uranium ou le potassium-argon. Enfin bon, il y a de nombreux radioéléments. Nous avons ici dans la salle des spécialistes, des éminents spécialistes de ces questions des datations radiométriques. Et également, autre source de datation très importante, c'est le paléomagnétisme, qui est lié aux inversions du magnétisme terrestre. Alors, au cours de l'histoire de la Terre, vous avez des périodes pendant lesquelles le magnétisme terrestre s'inverse. C'est lié aux variations dans la rotation du noyau terrestre. Et ça a été découvert par Bernard Brugn au début du XXe siècle. Et on a ici, vous voyez, ces périodes, toutes ces barres noires indiquent des périodes d'inversion du magnétisme terrestre. Vous avez des périodes où il n'y a pas d'inversion, des grandes périodes, des crons, comme ça, on les appelle, pendant lesquelles il n'y a pas d'inversion, puis d'autres périodes où il y a au contraire beaucoup d'inversion. Et c'est ce qui permet de caler des données paléontologiques, des données fossiles, sur une échelle qui est vraiment tout à fait vérifiable par des données indépendantes de la paléontologie. Alors, depuis une trentaine d'années, la réalisation des courbes de biodiversité pour étudier les fluctuations du vivant au cours des temps géologiques, c'est devenu une petite industrie. On voit ici différents types de courbes où vous voyez presque toujours... attendez, vous avez un... Ah, non? Vous n'avez pas un pointeur? Non. Ah oui, déjà, pardon, excusez-moi. C'est où? Ah, d'accord, merci beaucoup. C'est juste au-dessus. Oui, d'accord, merci. Là, vous avez ici la courbe réalisée par Godmer et Courtillo, qui est probablement la plus précise. Alors, on utilise comme unité au cours du temps le nombre de... On peut utiliser le nombre d'espèces, mais c'est pas très facile, le nombre d'espèces fossiles au cours du temps, ou bien le nombre des ensembles d'espèces, c'est-à-dire des gens ou des familles. Mais là, on introduit un biais qui est un biais taxonomique qui n'est pas souhaitable. Mais par contre, l'une de ces courbes de biodiversité est très intéressante parce qu'elle a été faite avec une autre méthode que celle qui consiste à simplement indiquer sur
sur le diagramme le nombre d'espèces, là, on considère le nombre d'espèces par ensemble de millions d'années, par période. Et on obtient une courbe qui est presque assez proche de l'équilibre. Enfin, c'est pas vraiment l'équilibre, mais c'est-à-dire que cette courbe, la courbe à l'équilibre, on l'a ici. C'est cette courbe qui avait été proposée par Stephen Jay Gould dans les années 80, selon laquelle l'augmentation du nombre d'espèces du vivant sur la Terre a augmenté rapidement jusqu'au tout début du Cambrien, il y a à peu près 550 millions d'années. Et ensuite, on est tombé dans une période d'équilibre, c'est-à-dire que la Terre avait fait le plein de vivants, et avec quelques variations qui étaient à peine visibles sur cette courbe, si vous voulez, quelques variations qui étaient, c'est-à-dire des extinctions qui pouvaient être brutales, mais qui étaient très rapidement comblées. C'est-à-dire qu'en fait, les dépressions dans la courbe étaient tout de suite aussitôt comblées. Alors là, voilà encore une courbe, celle-là, par contre, qui est assez proche de celle proposée par Godmer et Courtillot. Et par contre, il y a un certain nombre de biais introduits, qui est le nombre de kilomètres carrés qui expose la période géologique en question. Et on voit qu'il y a beaucoup de kilomètres carrés sur la Terre dans lesquels on trouve des sédiments du tertiaire, du mésozoïque ou du tertiaire ou du quaternaire. S'il y a introduit un biais, les gens trouvent beaucoup plus de fossiles et donc ils créent des espèces et ils nomment des espèces et donc ça augmente le nombre d'espèces. Et là également, avec le nombre de spécialistes au niveau mondial, il y a très peu de spécialistes pour le paléozoïque ancien, un petit peu pour le Permien, le Carbonifère, et après beaucoup pour le tertiaire et pour le quaternaire, ce qui explique qu'on a cette courbe ascendante pour les périodes plus récentes. Alors, néanmoins, on a réussi comme ça à faire... On a réussi, à partir des données fossiles, à avoir en gros une assez bonne histoire du vivant, les grandes étapes de l'histoire du vivant, c'est depuis la biosynthèse, le Last Universal Common Ancestor, vers environ 4,5 milliards d'années. GA, c'est milliards d'années, c'est giga annum. Après les premières bactéries attestées vers 3 milliards 7. Et les premiers métazoaires, c'est les premiers animaux, vers seulement 1 milliard d'années. Et puis après, l'apparition de la prédation chez les animaux, chez les métazoaires, vers environ 560 millions d'années. Premier squelette minéralisé vers 540 millions d'années. Et les sorties des eaux, des animaux et des plantes, c'est-à-dire la conquête du milieu terrestre entre 500 et 400 millions d'années. Alors, on peut faire de la phylogénie presque sans les fossiles. On peut utiliser reconstituer les généalogies du vivant, en utilisant les phylogénies moléculaires, c'est-à-dire en comparant les séquences d'acides aminés, des nucléotides, de l'ADN ou de l'ARN, par exemple, et on arrive à faire un arbre à l'aide d'un logiciel ou de parcimonie ou de logiciel bayésien. Et en fait, on fait un arbre en caoutchouc. Imaginez un arbre dichotomique, mais en élastique. Et vous pouvez tirer sur la racine de l'arbre et l'ajuster en fonction des différentes périodes. Mais là, pour mettre une punaise, en quelque sorte, pour fixer votre arbre en élastique, il vous faut des fossiles pour lesquels on utilise des fossiles pour calibrer votre arbre en datant les divergences phénotypiques, c'est-à-dire non plus de données moléculaires, mais on utilise des données morphologiques, comme la divergence entre l'oiseau et la souris, par exemple, qui est très, très citée pour des raisons pratiques. C'est l'âge minimum du dernier ancêtre commun des amniotes, c'est-à-dire vers le Carbonifère,
vers 315 millions d'années. Pardon. Comment? Le temps. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'arrête. Et juste, je terminerai en disant, en signalant les travaux de mon collègue américain Kevin Peterson, qui a, avec son équipe, qui ont fait un arbre phylogénétique moléculaire de l'ensemble des métazoaires des animaux. Et vous voyez ici les cordées, les ambulacres, les différents groupes, les éponges, et ils ont enraciné leur arbre sur les champignons, ici sur les yeasts, sur les levures, et ça montrerait que, il montre que la diversification des métazoaires serait située vers l'édiacariens et même peut-être au début du cryogénien, c'est-à-dire la période dite de la Terre boule de neige. Et là, c'est là où je vous montrerai juste, pour terminer, un cas particulier, c'est le mystare gabonais. Alors, en principe, donc, il devrait, selon l'arbre que je vous ai montré, à 1 milliard d'années, c'est la limite pour trouver éventuellement des métazoaires. Et il y a quelques années, un collègue sédimentologue de l'université de Poitiers, M. El Albani, m'a apporté des fossiles bizarres qu'il avait trouvés dans le précambrien du Gabon. Et à ma grande surprise, alors il voulait avoir mon opinion sur ces fossiles. J'avoue que ma première réaction était de penser que c'était des moulages naturels de cavités gastrales de méduses, parce qu'on en trouve beaucoup, notamment dans l'Ordovicien, dans le Paléozoïque du Gondwana. Et en fait, lorsqu'il m'a dit, l'âge est bien connu, l'âge radiométrique de ce gisement, c'est de plus de 2 milliards d'années, j'ai dit, oui, ça là, c'est impossible pour des métazoaires. Et en fait, actuellement, ce gisement a été réétudié par un excellent sédimentologue de l'université de Rennes, monsieur... pardon. Et qui a considéré qu'il y avait énormément de ce qu'on appelle de bioturbation sur ce gisement, c'est-à-dire qu'il y avait des animaux qui grouillaient. Et en principe, il ne devrait pas y avoir d'animaux à une telle époque, mais enfin bon. Et ça reste un mystère. Et simplement pour vous signaler que les plus anciennes traces de pas connues sur la Terre, sorties des eaux, c'est-à-dire des descendants de poissons sarcopterygiens, ont été datées en Pologne à 390 millions d'années, presque 400 millions d'années, alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas de tétrapodes avant 360 millions d'années. Donc ça montre que des pistes, des traces d'activité sont tout aussi importantes que les fossiles eux-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche. On a juste là le temps pour une question. Moi, j'aurais voulu savoir quand le champ magnétique s'inverse, ce phénomène est extrêmement rapide ou ça prend quoi? Ça prend 10 ans ou ça prend 1000 ans ou ça prend ce phénomène? C'est une question très débattue. Disons rapidement que dans notre groupe, nous pensons que c'est assez rapide. Jean-Pierre Vallet a travaillé là-dessus. 2000 ans. Et le champ passe d'une géométrie dipolaire à une géométrie complexe, puis redevient dipolaire en sens inverse, et ça intéresse évidemment beaucoup les chercheurs.